Salut, je vous retrouve pour le troisième investissement. Juste avant, je conclue rapidement sur le deuxième investissement, parce que ça a été un peu bref. Voilà, je voulais juste vous détailler que c'était très similaire à l'autre. Voilà, ils sont l'un au-dessus de l'autre, donc j'ai 12% brut, 10% net de rentabilité, entre 400 et 500 euros de cash flow sur chaque T4. Non, maintenant c'est des T5, voire un T6 sur le premier, avec ma chambre qui est maintenant mon pied-à-terre local et mon bureau. Donc maintenant j'aborde le troisième investissement. Donc suite aux difficultés bancaires que j'ai eues sur le deuxième, suite à mes expériences, suite aux diverses difficultés, j'ai vraiment préparé ce projet. J'ai mis bien un an pour le préparer, pour l'anticiper. Voilà, parce que au niveau professionnel, quand j'ai mis en place le deuxième investissement, ça correspondait à ma fin de travail, de ma première expérience professionnelle qui a duré 2 ans. Et ensuite, j'ai travaillé en intérim. Tout de suite, j'ai travaillé en intérim et je mettais beaucoup d'argent de côté à ce moment-là, le maximum, parce que je savais que le troisième projet que je voulais faire, on me demanderait de l'apport et il fallait vraiment une assise financière pour sécuriser le banquier. Voilà. Le sans apport, je vous rassure, ce n'est pas un mythe, ça existe. Mais c'est quand on utilise des stratégies un peu, comment dire, un peu limite, ou alors qu'on achète le premier en résidence principale. Voilà. Donc du coup, ce troisième projet, c'était acheter un grand appartement d'une surface équivalente au premier, dans les 80-90 mètres carrés, mais plus près du centre d'Annecy, pour faire une division en 4 studios. Après, j'ai réussi à optimiser. Le projet en lui-même, ça a été 2 studios et 2 petits T2. Donc du coup, j'avais budgété, je savais que j'en avais pour 200-250 000 euros à peu près en prix d'achat. Le prix d'achat sur Annecy, c'est 250 000 euros à peu près. Voilà, des appartements de ce type-là, un peu dans leur jus, quoi. Pas délabrés, mais avec toujours le carrelage, la déco, le mobilier des années 60, quoi. Donc, entre guillemets, voilà, vous comprenez qu'il y a tout à refaire. Donc du coup, je me suis bien renseigné, j'ai défini toutes les étapes. Voilà, il y avait beaucoup de choses à connaître sur ce projet. C'était voilà une division qu'on appelle non officielle, et j'ai dû me renseigner sur au début si je pouvais faire une division officielle, sur les places de parking, sur les compteurs, rajouter des compteurs d'eau, électricité, télécom, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses à connaître. La réglementation, il faut éplucher les règlements de copro pour vérifier qu'il n'y a pas la fameuse mention, la fameuse clause d'habitation bourgeoise exclusive qui interdit l'exploitation en courte durée, parce que l'objectif c'était de louer ces studios en courte durée à la nuit, et ce toute l'année. Et voilà, sur le papier, ce projet me permettait de dégager un beau cash flow qui me permettrait vraiment de devenir indépendant financièrement et de vivre de mon activité, à savoir l'investissement immobilier. Donc du coup, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, j'ai préparé ce projet, j'ai fait un business plan, j'ai fait une étude de marché, je suis allé voir les banques, j'ai pris une dizaine de rendez-vous bancaires, avant d'avoir trouvé le bien, avant d'avoir fait quoi que ce soit. Là, je voulais vraiment sécuriser. Certains ne le conseillent pas, mais moi, j'avais besoin déjà de connaître les banques, savoir lesquelles étaient des banques d'investisseurs. Parce que voilà, il y a des formateurs qui veulent pas vous le dire. Ah non, on ne dira pas que
les 3 banques favorites pour les investisseurs, c'est Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et Crédit Foncier. Voilà, on ne vous le dira pas. Là, maintenant, je vous l'ai dit, vous le savez, vous n'avez plus qu'à taper en priorité aux portes de ces banques-là pour vous faire financer. Mais après, voilà, toutes les banques sont à même de financer les projets. Mais c'est quand même les banques fétiches des investisseurs et qui, en général, sont plus réceptives à la présentation de vos projets locatifs. Donc, du coup, moi j'ai fait le tour, j'ai fait plein d'autres banques, voilà. Et donc, à chaque fois, je leur demandais, vous faites le transfert, est-ce que vous faites le transfert de prêt? Est-ce que vous faites le différé, partiel ou total? Sur combien d'années vous pouvez me financer? Est-ce que vous pouvez financer sur 25 ans? Quel taux vous avez? Est-ce que vous êtes prêt à m'offrir les frais de dossier? Les IRA, est-ce que vous les enlevez sans souci ou faut négocier? Voilà, il y avait des choses importantes que je voulais pour ce crédit. Est-ce que vous faites la modulation des échéances à la hausse, à la baisse, qui permettent de diminuer la mensualité, qui a pour effet de rallonger la durée du prêt, et du coup, en diminuant la mensualité, bon, je vais vous préciser rapidement ça. Donc, imaginons que vous faites un prêt sur 20 ans à un taux, je vous dis n'importe quoi, un taux de 1,50, avec une mensualité de 500 €. Vous pouvez moduler en général de plus ou moins 30%, et l'intérêt c'est voilà, au bout d'un an d'amortissement du prêt, donc au bout d'un an de remboursement des mensualités, vous pouvez réduire de 30%, donc voilà, je suis nul en calcul mental, on va dire que ça fait 350 €, vous pouvez réduire votre mensualité à 350 € par mois, et ça a pour effet d'allonger de 3 ans, donc vous passez de 20 à 23 ans en durée de remboursement, mais vous conservez le taux initial de 1,50 sur 20 ans. Donc c'est très intéressant. Au final, vous vous retrouvez quasiment, voilà, en exagérant, à un prêt sur 25 ans avec un taux à 0,2-0,3 points inférieur parce que vous conservez le taux sur 20 ans. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour optimiser le crédit et avoir voilà, optimiser le cash flow également, mécaniquement en diminuant la mensualité, vous augmentez le cash flow de l'argent qui vous reste. Donc voilà, je me suis fait des fiches comme ça, de toutes les banques, une dizaine, et en même temps j'ai présenté mon business plan, j'ai détaillé tous les chiffres, et j'ai dit voilà, est-ce que si je vous présente un projet exactement comme ça, vous me prêtez? Et sur les, je crois que j'en ai vu 12, sur les 12 banques, il me semble qu'il y en a 2 qui m'ont dit oui, peut-être. Toutes les autres m'ont dit non, c'est pas la peine. Il y en a 2 qui m'ont dit oui, peut-être. Et ça m'a suffi. Je me suis dit, ça y est, je fonce. J'étais peut-être un peu fou, mais bon, au final, ça a marché. Et donc, du coup, je me suis mis à définir précisément la recherche, le quartier. J'ai fait des visites. Ça a duré 2 mois à peu près pour trouver le bien. J'ai trouvé le bien idéal. Rez-de-chaussée surélevé. Hop, une entrée sur un côté. Traversant, et en fait sur 3 côtés. Donc, vous aviez des... Voilà, on va dire l'immeuble était comme ça, tac, on rentrait par là, et puis moi j'entrais dans mon appartement comme ceci, donc j'avais des murs extérieurs, je sais pas si vous voyez bien, tac, 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 donc j'avais des menuiseries là, là et là, donc j'ai pu faire un couloir, et ensuite diviser en 4 espaces de vie, et voilà, les plans, j'ai travaillé plusieurs fois dessus, et j'ai réussi à optimiser l'espace pour caser 2 studios de 16 mètres carrés et 2 petits T2 de 22-23 mètres carrés. Voilà. Bon, les chambres de ces studios font 5 mètres carrés. Voilà. Il y a pile poil de la place de caser un lit 140. Voilà. L'idée c'était de pouvoir accueillir jusqu'à 4 personnes. Ça se fait en location courte durée. Voilà. Pour optimiser le couchage et pouvoir accueillir 4 personnes. Ça fonctionne bien. Après, on va dire pour une location à l'année, c'est moins fréquent et moins adapté d'avoir ce type d'aménagement. Donc voilà, donc j'ai réussi à trouver le bien. La négociation a été longue. Donc le problème qu'il y a eu, le premier problème, c'est que je m'étais défini un prix maximum d'achat à 200 000. Ce bien-là, c'est le moins cher que j'avais trouvé. Il était déjà à 200 000. Donc déjà dans ma tête, c'était une bonne affaire pour moi.
Bon, si je l'exploitais, bon voilà, il y a toujours à négocier, donc j'ai cherché à descendre en dessous. J'ai réussi au final à descendre de 10 000, donc je l'ai acheté à 190 000. Mais voilà, la négociation a été très longue. L'agent immobilière, c'est une femme, a joué un peu sur ma sensibilité, a essayé de m'amadouer, on va dire. Et ça a marché, mais ça marchera plus maintenant, c'est fini. Enfin bref, ça a été assez compliqué et désagréable comme vente, si bien que la signature de compromis, on s'est un peu engueulé avec le vendeur, parce qu'en fait tout n'était pas carré. Moi j'avais défini des clauses, ça je vous en parlerai plus tard, parce que je veux vraiment détailler ça précisément, juste pour que vous compreniez bien. En fait, moi au début je faisais une offre d'achat avec le prix d'achat et toutes mes conditions suspensives. Donc parmi les conditions suspensives, il n'y avait pas de proratisation de la taxe foncière et des charges de copro. Donc en général, on doit rembourser au prorata de du mois où on achète. Si on achète début mars, eh ben, on doit rembourser les 10 mois de taxe foncière que le propriétaire a déjà payé au 1er janvier. Et également pour la charge de copro, voilà, s'il y a eu l'appel de fonds des 3-4 premiers mois, on doit rembourser les 2 mois suivants, vu que nous-mêmes on sera propriétaire à ce moment-là. Donc ça, j'ai négocié ça, voilà, j'ai négocié plein de choses, et en fait l'agent immobilier, lui, il s'en fiche de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est négocier, c'est arriver à un accord sur le prix. Le reste, il s'en fout. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille, et ce que je ferai maintenant, c'est toujours négocier d'abord le prix, et ensuite travailler en collaboration avec votre notaire, que ce soit pas comme l'usage actuel, le notaire du vendeur qui rédige le compromis, mais votre notaire qui rédige le compromis, incluant déjà vos clauses. Et vous dites bien à l'agent immobilier, c'est mon notaire qui va faire le compromis parce qu'il a tous mes papiers, c'est lui qui a l'habitude de gérer, voilà, je suis un professionnel de l'immobilier, c'est lui qui a l'habitude de gérer, moi je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, voilà, c'est mon notaire qui va le faire, et puis il a l'habitude de travailler avec moi, il sait comment je fonctionne. Et donc les clauses, voilà, le notaire du vendeur va peut-être les découvrir, etc. Le vendeur va les découvrir, vos clauses, vos conditions particulières. Mais voilà, vous dites, non mais moi je fonctionne comme ça, il n'y a pas à négocier. Voilà, après, ça évite de se retrouver comme ça a été le cas. Où moi je dis, on se retrouve devant le notaire, et puis c'est la guerre de celui qui a la plus grosse, voilà, pour être poli. Et ça c'est vraiment super désagréable, quoi. C'est parce que pour la petite anecdote, voilà, au bout d'un moment, le vendeur, il a utilisé la stratégie, cette stratégie-là. Il a dit, bon, écoutez, vous arrêtez tout de suite, Monsieur Gomis, sinon je m'en vais. Et bon, moi, j'avais pas envie qu'il parte, mais je l'ai laissé prendre le dessus. Mais à ce moment-là, j'aurais dû dire, bon, mais pas de souci, barrez-vous. Mais bon, dans ce cas-là, la vente aurait été cassée, mon notaire m'aurait fait la gueule, l'autre notaire aussi. Enfin bref, ça aurait été une situation déjà que c'était bien tendu, bien désagréable. J'entrerai pas dans tous les détails, mais bon, il y avait des circonstances qui n'auraient pas dû être, quoi. Voilà. Le notaire du vendeur était hystérique, je sais pas ce qu'il avait pris comme produit illicite avant de venir, mais il hurlait dans le bureau, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et mon notaire était un peu tétanisé, il disait rien. Voilà. D'ailleurs, voilà, si votre notaire est pas assez... c'est bien aussi d'avoir un notaire qui a la niaque aussi et qui sait vraiment défendre vos intérêts, parce que mine de rien, voilà, c'est un milieu où faut savoir ce qu'on veut, et puis faut défendre ses intérêts corps et âme, et puis faut stratégiquement mettre en place des choses pour éviter de se retrouver dans une situation comme ça. Et comme je vous ai expliqué auparavant, voilà, travailler directement avec votre notaire, c'est lui qui s'occupe du compromis, c'est même lui qui peut s'occuper d'envoyer l'offre d'achat. Voilà, vous la pré-rédigez, ou vous lui demandez de récupérer son tampon,
et ça fonctionnera beaucoup mieux. A tout de suite pour la suite.